Bonjour Emmanuel. Bonjour Laurent. Écoute, merci de participer à cet épisode de Banous dédié aux agences digitales. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, alors déjà je suis ravi d'être là, moi qui suis un auditeur régulier. D'accord. Voilà, donc je suis ravi d'être là, voilà, c'est sincère. Premier point, moi je suis Emmanuel Crégo, je co-dirige le groupe Values, qui on est, en fait on est une agence média 360. On fait du digital mais pas que, on fait aussi tout le offline. On est 65 personnes, basées essentiellement à Paris, on a aussi un bureau à Toulouse. Et on existe depuis 35 ans, donc peut-être qu'on en parlera un petit peu de tout ça, mais et puis moi précédemment, ça fait 7 ans que je suis à la direction du groupe, et avant ça, j'ai travaillé dans le monde programmatique. D'accord. J'ai notamment dirigé les activités tech et médias programmatiques de AOL, Microsoft, ça a changé plusieurs fois de nom à cette époque-là. Et avant ça, j'ai surtout bossé en télé, et notamment j'ai passé 7 ans en régie télé. J'étais le patron du BizDev chez TF1, j'ai travaillé sur marketing chez France Télévisions, enfin voilà, donc j'ai un peu une culture et une appétence forte pour la télé, mais aussi pour l'univers programmatique, même si j'aime beaucoup les autres médias, mais c'est un peu mon expérience passée. Ok, très clair. Merci pour cette présentation. Alors, dans quel cadre on se voit, comme on se l'est dit un peu en off, je t'ai sollicité parce que pour moi, le monde de l'agence, il y a 10 ans, c'était hyper cool. C'est ce que je te disais il y a vraiment 30 secondes. Dorénavant, depuis l'avènement du digital qui se renforce de plus en plus, on voit que les technos deviennent hyper sexy pour les annonceurs, pour passer en direct. Et pour le coup, mon expérience chez Criteo valide ça, c'est-à-dire que les annonceurs nous appelaient, demandaient à leur agence de nous appeler et puis on traitait avec eux. Comment toi, tu vois l'environnement digital se transformer? Et ensuite, on fera un petit point sur la particularité de ta boîte, qui est une agence indépendante. Donc, double challenge. Comment toi aussi tu fais pour exister face aux Big Five? Ouais. C'est une bonne question. Ce sont des bonnes questions. Et je pense que le premier point, déjà, c'est que, je sais pas si tu te rappelles, en 2015, 2017, on se disait c'est la fin des agences. Les grosses agences vont être avalées, fusionnées avec les grands du conseil. Je sais pas si tu te rappelles de ça à cette époque-là. On se disait waouh, Publicis va être avalé par un Accenture. Tu vois, il y avait toutes ces discussions-là. Et puis finalement, c'est pour ça que OMD avait essayé de fusionner avec Publicis. Finalement, Mariage n'a pas pris, etc. Donc c'est des questions qui reviennent un peu assez régulièrement. La vraie question que tu poses, en fait, je pense, c'est la question de l'intermédiation. En fait, est-ce que sur le marché, aujourd'hui, effectivement, il y a un écosystème qui est quand même très costaud, très large, voire même peut-être un peu trop, il y a peut-être trop d'acteurs dans la pièce, et puis on peut se dire, mais finalement, est-ce qu'un annonceur, et c'est une vraie question, finalement, on peut pas se débrouiller tout seul, parce qu'il a accès peut-être plus facilement à des technologies qui lui permettent d'acheter, d'optimiser, de comprendre, d'analyser, enfin voilà. Moi, je pense que plus que jamais, alors évidemment, je vais pas être très objectif, mais je pense que plus que jamais, tu as besoin d'intermédiaires, justement. Déjà pour apporter de l'objectivité, et puis surtout, c'est qu'on peut se dire qu'il y a certains leviers qui peuvent être internalisés, comme ceux de la performance en last click, voilà, et où les GAFA, effectivement, ont fait un très bon boulot depuis pas mal d'années pour rendre les choses accessibles et possibles. Mais il n'empêche que on peut pas se limiter qu'à ça quand on est une marque. Effectivement, il y a toute la dimension aussi de... Ça dépend du jargon, on se dit plus long terme, travail de marque, haut de funnel, milieu de funnel, etc. Mais je pense que c'est là qu'effectivement les annonceurs ont besoin d'objectivité, de stratégie, d'orchestration, et qui se fait dans un prisme 360. Pour caricaturer un peu, si je suis un site de e-commerce de petite taille, effectivement, avec les deux plateformes GAFA auxquelles je peux penser automatiquement pour faire du last click, parce que c'est là que je vais essayer de capter un maximum de demandes chaudes, effectivement, si j'ai les bons people en interne, je peux me dire que finalement je peux me débrouiller. Là où ça devient plus complexe, c'est quand commence à être plus gros, j'ai besoin de faire du branding. Donc déjà, ça, c'est une culture très différente de ceux qui savent bien opérer la perf. Et puis j'ai besoin aussi d'un certain nombre d'outils, de mesures. Voilà. Donc les choses peuvent être plus ou moins complexes. Encore une fois, il faut aussi être capable avec objectivité, de virer le superflu. Mais pour moi, il y a un vrai sujet d'accompagnement là-dessus. En fait, tu vois, nous, dans nos comptes, la grosse majorité des comptes pour lesquels on travaille sur l'ensemble des leviers. D'accord. Au milieu, bas de funnel, donc le branding, la performance. Mais dans certains cas,
et ça peut complètement se justifier, on intervient nous que sur le bas de funnel ou que sur le haut, parce que l'annonceur, pour plein de raisons, d'organisation, de gouvernance, de maîtrise, enfin peu importe, il peut y avoir des bonnes et des mauvaises raisons, fait que par exemple les leviers de performance peuvent être gérés en interne, ou à contrario, la performance, ils préfèrent plutôt la déléguer à des agences comme nous. Parfois il y a même plusieurs agences, une qui intervient sur la partie branding, l'autre qui intervient sur la partie perf. J'ai envie de te dire, en fait, le bon attelage, il va dépendre un peu aussi des gens qu'on a en face. Parce que si on se dit l'internalisation c'est possible, alors sur le papier bien sûr ça l'est, et parfois c'est peut-être justifié et c'est très bien, mais effectivement tu as quand même un sujet de comment je suis capable d'entretenir la flamme en interne, parce que quand on est mono problématique, parfois dans le temps, au début c'est formidable parce que tout le monde est nouveau, mais au bout de 2, 3, 5, 10 ans, voilà, le retour d'expérience peut mécaniquement s'appauvrir un petit peu. Alors tu te spécialises plus, mais tu as peut-être moins d'éléments de comparaison. Être capable de se tenir aussi au courant de justement tout cet écosystème foisonnant des technologies qui évoluent vite, etc. Si tu es toujours abreuvé par les mêmes, en fait, et je dis pas que c'est pas bien, mais effectivement tu vas avoir du mal à te dire tiens, je peux saisir potentiellement des nouvelles opportunités. Mais toi, alors pour être un peu taquin, comment tu fais pour exister face à un The Trade Desk, à un Criteo, enfin, tu as les grosses boîtes qui abreuvent le marché de news, de documentation, etc., etc., et qui se rendent indispensables et qui obligent à utiliser leurs outils. Comment tu gères tout ça? Tous ces gens-là sont des partenaires pour nous. Donc en fait... moi, je pars du principe qu'encore une fois, on va revenir à cette notion d'objectivité. Le client nous définit plus ou moins bien d'ailleurs sa problématique. À nous ensuite de la traduire en problématique média, qui se traduit en termes de ciblage, de stratégie, d'orchestration, d'objectifs, etc., etc. Enfin, tout le boulot d'une agence, on va dire. Et ensuite de se dire aussi, il y a des choix médias, mais aussi des choix de data et des choix technologiques. Et c'est là que nous, notre métier de conseil, il doit aussi... être abreuvé de ça, c'est-à-dire que même si la finalité c'est peut-être d'acheter une bannière, un mot-clé, un spot à la télé, ça c'est du média, mais effectivement il y a plein de chemins possibles pour y arriver. Donc tous ces gens-là que tu viens de citer, ce sont pour les data providers auxquels on peut penser, enfin tout type de technologie sont potentiellement des partenaires pour nous. D'accord. Là ce qu'on essaie de faire c'est de travailler sur on va dire le bon stack technologique qui répond à la problématique du client et qui peut être différent entre un annonceur A et un annonceur B, parce que la manière dont il va mesurer l'efficacité, le type d'objectif qu'on a fixé, etc., etc., on peut avoir un stack technologique qui peut varier. Donc la réponse, notamment une des questions de tout à l'heure qui était sur le challenge de l'indépendance, enfin de l'agence indépendante versus des grands réseaux internationaux, c'est que je pense qu'en tout cas, une des promesses d'une agence indépendante, ça doit être sa flexibilité, notamment dans ces choix-là. Et le fait d'être indépendant, logiquement, devrait garantir, j'espère que c'est le cas dans la réalité, en tout cas sur toutes les indep, qui est de dire de garantir une objectivité sur les choix et de justement pas avoir une guideline internationale qui fait que au niveau mondial, tel acteur a choisi de travailler avec tel DSP et pas celui-là, telle plateforme d'attribution et pas celle-là, tel ad server, etc., etc. Et donc du coup, tu te retrouves parfois dans des choses un peu plus formatées dans les réponses. Je dis pas que c'est pas bien, mais peut-être qu'encore une fois, je pense que dans un écosystème qui bouge tout le temps, où en fait, pour un annonceur, parfois c'est pas évident de décrypter tout, qui est de se dire, et ça c'est un peu une obsession quand même, je pense, petit, moyen, gros annonceur, c'est est-ce que je suis en train de rater des opportunités ? Et je pense que le vrai truc, il est là. C'est de se dire, est-ce que de manière un peu objective, on se dit, on rate des opportunités, on rate des optimisations potentielles, ou est-ce qu'on rate des possibilités d'apprendre plus sur qui sont les consommateurs ou les prospects de demain, etc., etc. Et je pense que la notion de maîtrise technologique, elle doit être importante, mais il faut quand même y mettre une souplesse. Moi, je suis pas là pour vendre un DSP en particulier ou vendre telle technologie en particulier. Toi, t'es finalement le tiers de confiance de ton client et t'essayes de t'accorder avec tes ressources internes à lui proposer en fait ce qu'il y a de mieux en fonction de ce que toi, tu peux proposer finalement. Oui. Et sachant que, oui, idéalement, c'est ça. Et sachant qu'il y a aussi un aspect, ce qu'on oublie souvent quand on parle de tech, ou même de médias en général, c'est qu'il y a aussi l'aspect humain côté annonceur. Exemple, quand tu as des annonceurs, nous on a plutôt des annonceurs de taille moyenne par rapport au marché français. On a assez peu de petits, on a assez peu de très gros, on a plutôt d'annonceurs de taille moyenne.
Donc on est plutôt en plurimédia, y compris évidemment digital, plurilevier. Et parfois même au sein, c'est pour ça que je parlais un peu de gouvernance tout à l'heure, c'est que au sein même de ces annonceurs-là, qui sont déjà quand même très structurés, tu as des équipes de web performance, des équipes d'analytics, des équipes de CRM qui sont pas toujours les mêmes, pas toujours sous la même gouvernance aussi. Des équipes data qui sont parfois un petit peu à part, parce que les équipes data, elles travaillent aussi sur d'autres sujets data, tourner DSI ou tourner commerce. Tu as aussi parfois le trade marketing, si on est sur... Et puis tu as les gens de la com. Donc en fait, tu as quand même un écosystème déjà au sein de ces annonceurs-là qui parfois peut être quand même assez costaud. Et nous, notre objectif, c'est de se dire comment est-ce qu'on répond par rapport à les ressources qui sont disponibles de leur côté. Est-ce qu'ils ont déjà mis des choses en place ? Tu vois, l'idée, c'est pas d'arriver avec nos gros sabots, par exemple, sur de l'attribution ou sur du mix marketing modeling, donc sur de la modélisation d'efficacité. S'il y a déjà des choses qui ont été mises en place partiellement ou même en totalité. Donc l'idée, c'est aussi comment est-ce qu'on vient s'insérer, nous, pour avoir la réponse, encore une fois, la plus souple. Si on vient avec de la rigidité, il y a de très très fortes chances que ce soit pas compris et donc qu'en fait on n'en tire pas le mieux et que potentiellement, je reviens à l'histoire de l'opportunité, en fait on la rate. D'accord. Donc si on est juste sur de l'exécution, honnêtement, je pense que c'est ça le truc, c'est que très souvent dans les agences, si on nous voit uniquement comme des sociétés de services qui font à la place de quelqu'un qui a choisi d'externaliser parce que c'est plus simple, je pense qu'en fait on a complètement raté parce que là du coup ça veut dire on perçoit pas la valeur ajoutée qu'on peut apporter dans le conseil. Et je pense que souvent un annonceur qui va un peu vite ou parfois où l'agence présente pas très bien les choses aussi, hein, c'est ce qui peut tous nous arriver, il n'y a aucune critique. Effectivement, si tu vois juste comme une externalisation de ce que je pourrais faire en interne, clairement à ce moment-là, tu peux te poser la question de pourquoi j'embauche pas les bonnes personnes, je crée mon service. Normalement, on est censé apporter une réponse beaucoup plus complète et avec un retour d'expérience plus complet. Ok, donc si je résume, côté agence, t'es bien dans tes baskets, il n'y a pas de problème en termes de partenaires technologiques. Concernant maintenant, toi, ton statut d'agence indépendante, je pense qu'il faut le marquer parce que c'est de plus en plus rare sur le marché. C'est vrai. Je te disais, quand je préparais l'émission, moi, j'ai repris mes anciennes fiches d'agence il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Ça a changé, hein. Et en fait, elles sont plus du tout indépendantes. Elles ont été soit rachetées, soit elles ont fermé, fusionné, etc. Et que c'est devenu des grosses boîtes. Ouais. Ça a changé de façon radicale. C'est quoi la spécificité en 2024 d'une agence indépendante ? C'est une bonne question. Moi, le premier truc, c'est comment on définit l'indépendance. Parce qu'en fait, tu vois, quand je discute avec mes amis et partenaires régie, moi qui ai passé plus de temps côté régie que côté agence, en fait, en gros, tu discutes avec une régie, quelle qu'elle soit, qu'elle vienne du digital ou ailleurs, tu lui dis c'est quoi une agence indépendante ? Il dit en fait, c'est pas un des réseaux internationaux qu'on appelle entre guillemets les Big Five dans notre secteur. Et c'est tout. Je pense qu'en fait, la nuance, elle est plus forte que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as des agences autofinancées qui appartiennent à nos managers actifs, ce qui est notre cas à nous. Et puis effectivement, des agences qui appartiennent en totalité ou en partie majoritaire, on va dire, à des fonds d'investissement ou des partenaires industriels. Je critique absolument pas ça. Peut-être qu'un jour, c'est ce qui nous arrivera pour diverses raisons. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, j'ai rien à annoncer. Mais je pense que ça change tout parce que la manière dont tu fais tes choix d'investissement, alors, les investissements dans une agence média, à peu près les 2/3 de nos charges, ce sont les salaires. Donc déjà, c'est le premier truc, c'est est-ce qu'on embauche, est-ce qu'on crée des nouveaux postes, est-ce qu'on se crée des nouvelles practices, des nouvelles expertises, etc. Et puis après, il y a quand même une part non négligeable dans l'innovation. Et c'est vrai que quand tu as un calendrier avec un partenaire financier qui, en général, est très très court terme, plus compliqué, je dis pas que c'est pas possible, mais plus compliqué. En tout cas, c'est des contraintes, nous, c'est pour ça qu'on ne fait pas ce choix-là aujourd'hui, de se dire, si j'ai du mal à justifier que l'investissement dans l'innovation, c'est un calendrier qui est beaucoup plus long, potentiellement, voire même non fructueux, auprès d'un partenaire financier qui attend de savoir si le prochain trimestre, je suis en progression ou pas, on n'a pas du tout envie de cette pression-là. Donc ça peut paraître tout simple, en disant ça c'est votre cuisine à la rigueur. Je pense que non en fait, parce que pour les annonceurs, tu vois, nous on investit à peu près, alors ça dépend des années, mais à peu près 4 à 6%. Tu vas me dire, c'est pas énorme, mais en fait 4 à 6% de notre marge brute, c'est-à-dire de notre revenu à nous dans l'innovation, c'est-à-dire la création d'outils, ou en général c'est surtout essentiellement ça. C'est pas neutre pour nous. Ça c'est des choix où on sait que si on avait une pression financière externe,
ce serait beaucoup plus compliqué parce que parfois, t'es pas forcément obligé de mettre une ligne de revenu face à ça. Par contre, on sait que grâce à ça, on trouve, nous, plus de valeur ajoutée pour nos clients. C'est aussi un des très bons investissements parce qu'ils vont se pérenniser dans le temps, où les clients nous disent « Ah, ça, vous êtes capable de le faire parce que vous avez développé une tech qui fait ça. » Ou parce que vous avez fait développer une tech qui fait ça, ou vous avez su investir sur, tu vois, en ce moment, on a une personne chez nous qui travaille spécifiquement sur une offre d'accompagnement sur l'IA, qui était déjà dans nos murs et qui est en train de basculer sur cette partie-là. Hyper intéressant, parce que ça, j'aurais du mal à le justifier, alors que honnêtement, pour l'instant, en termes de revenus, j'en attends pas grand-chose. Mais si déjà j'ai des clients qui me disent « Ok, je commence à comprendre ce que vous faites, je commence à comprendre vos partis pris », ça peut créer potentiellement des opportunités plus tard. Donc ça, déjà, désolé pour la réponse un peu longue, mais je pense que c'est important de le noter. Après, l'autre truc, c'est que toutes les agences indep, et là-dessus, je pense que honnêtement, je pense qu'on est quand même assez bon. C'est sur la proximité et la seniorité des équipes. On a des équipes qui sont plus seniors généralement et qui sont plus accessibles. Je pense qu'il y a un autre truc aussi tout bête. Je reviens à la gouvernance, mais c'est aussi quand t'as les propriétaires de l'agence qui sont très impliqués au quotidien et qui sont joignables à tout moment. Que tu sois une PME ou une très grosse boîte, le fait de te dire que moi tu peux m'appeler le samedi matin, il y a de fortes chances que je te réponde. C'est peut-être plus compliqué dans d'autres groupes. Ou en tout cas peut-être que même dans le groupe tu verras pas forcément le président de la boîte si tu pèses pas très très lourd dans son portefeuille. Bon, donc il y a ce premier truc. Donc ça me paraît important. Ça c'est le côté humain. Après effectivement c'est l'appétence à l'inno. Et j'en reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure sur la notion d'agilité. C'est le thème un peu galvaudé, mais de flexibilité, c'est que nous, on s'est rendu compte depuis 2-3 ans aussi, parce que l'agence va bien, elle se développe bien et tout ça, mais notamment les technologies, les régies, les partenaires de data dans le sens large, on va dire tout le côté des gens chez qui on peut être des clients, sont vachement ouverts, beaucoup plus qu'avant, justement à se tourner vers des boîtes comme nous pour réfléchir à des schémas d'innovation. Bon, parfois, je te dis pas qu'on est en train de réinventer le web, hein, et on n'a aucune prétention à ça. Mais tu vois, alors je sais que tu as reçu Paul Ripard il y a quelques temps, je l'ai écouté avec attention. Mais tu vois, avec Paul, qui est chez Prisma Media, par exemple, alors maintenant ça fait quasiment 1 an et demi, on a passé un accord assez inédit en France qui était pouvoir accéder à leur CRM via leur data clean room, donc 28 millions d'ID, donc un univers 100% cookieless, sur lequel on peut créer des cibles custom, les pousser dans l'open web et en social, donc à peu près partout. T'enlèves YouTube, mais sinon c'est disponible à peu près partout. Donc on peut créer des cibles sur mesure dans la limite de ce que peut nous proposer Prisma, mais c'est déjà un gros terrain de jeu, hein, franchement. Donc ça, c'est le premier truc. Et puis là, tu vois, on a élargi notre partenariat il y a 6 mois à peu près, où en fait, communément, on est allé voir TF1, M6, Canal+, pour pouvoir créer et pousser ces cibles-là aussi en télésegmenté. Pour l'instant, à ma connaissance, on est les seuls à le faire de cette manière-là. Je trouve ça super intéressant parce que dans le sens où ça, tu vois, il y a 5 ans, tu m'en aurais parlé, je t'aurais dit ce serait super, mais un Prisma, un LiveRamp qui est la Data Clean Room ou les groupes médias que je viens de citer là, ils voudront jamais le faire parce qu'on est trop petit, on n'est pas assez ci, pas assez ça. Et en fait, non, pas du tout, c'est plutôt le contraire. Et que justement, je pense qu'on peut créer aussi des cas, tu vois, communs en termes d'inno. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que le vent tourne dans le bon sens. Ça veut dire que les partenaires technologiques, ils se prennent plus la tête dans le sens où c'est plus facile de bosser avec vous qu'avec un gros qui va nécessiter énormément de validation, etc. Oui. C'est juste par pure agilité, c'est par stratégie parce que il faut que vous soyez aussi, il faut couvrir en fait l'ensemble des agences. Enfin, je pense que c'est un tout. Après, on n'est pas, encore une fois, on n'est pas naïf non plus. Tu vois, dans le case que je viens de t'exprimer là, si Prisma, et on sait qu'ils le font, nous cite en exemple pour éventuellement développer des opportunités avec d'autres agences ou des annonceurs, génial, moi je suis content pour eux, et à la rigueur, je suis même un peu flatté que, tu vois, super. On l'a pas fait pour ça, on l'a fait pour nos clients, mais je trouve que c'est déjà un bon deal. Après, c'est une manière aussi d'apprendre, parce qu'effectivement, quand il y a des bonnes idées, que toi en tant que tech ou régie, tu peux être un peu frustrant en disant
J'aimerais bien essayer des trucs, j'aimerais bien les mettre en place, mais j'ai besoin d'un partenaire côté buy-side qui peut m'aider, qui comprend ce que je lui dis et on peut trouver un modèle. Après, les bonnes questions, tu te les poses après. Je pense que l'histoire de Lino, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut être prêt à perdre du temps et potentiellement de l'argent. Là, c'est pas du tout le cas. Mais tu vois, il y a des cas où il faut être prêt à se dire, ok, là on essaye. Le modèle économique, le modèle technique, le modèle machin, en fait, au fur et à mesure, on va apprendre. Peut-être qu'à l'issue de tout ça, on est prêt à se dire, en fait, ça marche pas, ça le fait pas, il y a pas assez de volume, il y a pas assez de ci, il y a pas assez de ça. Mais dans d'autres cas, bonne pioche. Et je pense que il y a ça, et je pense qu'il y a aussi le fait que peut-être que comme l'agence se développe bien, je pense qu'il y a une attention peut-être un peu plus particulière qui est plus marquée maintenant qu'il y a 5 ans par exemple où on était plus petit, effectivement. Bon, après, c'est indispensable, c'est hyper bien parce que, pour avoir traversé plusieurs courants, j'ai traversé les belles années de l'affiliation, etc., où on pensait que l'affiliation allait dominer le monde, mais je trouve que le monde de l'affiliation, c'est un peu... est un peu resté en fait dans son coin, s'est fait manger des ventes par un Criteo qui arrivait, qui a raflé la mise. Maintenant, c'est, comme je disais, des acteurs comme The Trade Desk. Enfin, ça change un peu tout le temps. Et je pense que sans ce caractère d'innovation, je pense que dans 10 ans, une boîte, surtout dans nos secteurs, elle peut avoir des gros soucis et finalement mourir de faute d'innovation en fait. Même beaucoup plus vite. Ouais, c'était pour être... Non, mais même beaucoup plus vite, ça c'est vrai. Je pense que, pour moi, il y a un peu trois trucs. Il y a l'opportunité ratée d'aujourd'hui. Attention, je sors des grandes phrases. L'opportunité ratée d'aujourd'hui, c'est la menace de demain. Dans notre secteur, ça bouge tellement vite. Donc effectivement, il y a un côté un peu défensif. De fait, en se disant, chaque jour, remettez votre ouvrage. Premier truc. Deuxième truc, c'est intellectuellement, c'est intéressant. Donc c'est tout bête, mais déjà si tu prends pas plaisir dans ce que tu fais et qu'encore une fois tu es juste dans de l'exécution servicielle, tu sais quoi, je pense qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera moins cher. Enfin tu vois, je vais pas tomber dans le descriptif sur les sociétés offshore qui existent, mais bon, voilà, qui peuvent très bien exécuter. Bon. Et puis troisième truc, c'est comment tu sors du lot. Et moi je trouve qu'il n'y a rien de plus gratifiant, je dis pas que c'est comme ça tous les jours, mais un client ou un prospect qui me dit « Ah, tu vois ça, j'en ai jamais entendu parler et j'ai compris ce que tu m'as raconté. » Parce qu'en fait, notre métier, c'est un métier de pédagogie. C'est être capable de dire, OK, tout ça, c'est un espèce de grand chaos si on le regarde de loin. Et puis, en fait, si tu commences à y mettre un peu de couleur et beaucoup de conviction, en fait, c'est pas si compliqué. Mais encore une fois, nous, on est là pour faciliter les choses avec de l'objectivité. Mais ouais, je pense que c'est une manière de se différencier aussi, Lino. C'est sûr. Comment, toi, tu vois les 10 prochaines années dans le monde des agences? Enfin, c'est quoi? C'est de la consolidation au fur et à mesure? Comment tu vois les choses? Oui, la consolidation, elle est déjà bien entamée, effectivement, comme tu l'as dit. Après, on a un marché français qui est un peu particulier. Tu vois, le marché des indépendants est finalement relativement restreint en France. C'est pas le cas si tu regardes en Allemagne ou en Angleterre, tu as des indépendants qui sont énorme par rapport à nous sur le marché français. Tu vois, nous on fait partie des principales sur l'univers du 360. Mais effectivement, si on compare les 2 ou 3e qu'on serait potentiellement en Allemagne ou en Angleterre, on serait beaucoup plus petit. Donc effectivement, on a un marché français qui s'est vachement concentré. Premier truc, c'est que on voit bien que certaines Big Five, pas toutes, mais sont en train ou ont déjà mis en place différentes agences pour différents types de budgets. Alors plus ou moins avec succès, mais en tout cas, on voit bien que le fait de descendre sur des budgets même beaucoup plus petits que ce qu'on gère nous, ça peut surprendre, mais en fait, on voit bien que ça y est, il y a une recherche de gros budgets internationaux, gros budgets locaux, petits budgets locaux, donc on voit bien que ça y est, il y a une segmentation qui est quand même assez précise. Pas toutes les agences, mais en tout cas, il y en a certaines qui font ça. Donc ça prouve l'appétence aussi pour notre marché à nous. Après, comment on va évoluer dans 10 ans, ça me paraît tellement loin. En tout cas, donc je sais pas répondre à cette question, honnêtement. J'espère que je serai toujours là et que l'agence sera toujours là, mais je sais pas. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que moi, ce que je vois bien, c'est qu'il y a une vraie problématique. Et là, c'est pour ça que je trouve que ça bouge beaucoup en ce moment et que c'est hyper intéressant. C'est que cette notion de convergence entre le on et le offline devient vraiment prépondérante. Quand tu regardes les moves
aussi bien des GAFAM, ou même des historiques sur le côté, tu vois, quand TF1 par exemple, il y a à peine 2 semaines, annonce clairement qu'il souhaite être présent sur l'ensemble du funnel. C'est un discours qui est nouveau de la part d'un des mass médias haut de funnel. Quand évidemment tu as certains acteurs de la SVOD qui vont violemment sur la partie pub en disant le branding forever, c'est intéressant aussi. Donc c'est des exemples, mais donc il y a cet aspect de je peux répondre à l'ensemble du funnel, donc on voit bien que ça converge beaucoup. Et je crois beaucoup de nous en notre modèle, parce que justement, encore une fois, être capable de comprendre le monde du on et le monde du off, je dis ça modestement, on maîtrise pas tout le temps, tout bien, mais en tout cas, je pense qu'on comprend bien cette convergence-là, tu vois, entre la connected TV / télé segmentée, de l'autre côté, le linéaire en télé, la radio, l'audio, le DOH, l'OH. Et là, je crois beaucoup au côté, désolé, je reviens encore sur ce bon vieux mot d'agilité, mais sur le fait que c'est plus facile, normalement c'est censé être en tout cas, plus facile pour des structures comme nous, plus petite, parce que moi, chez moi, mon service télé, le bench d'à côté, c'est l'équipe prog. L'équipe audio et radio, c'est la même. Donc tu vois, c'est des gens on est une structure de 65 personnes, donc c'est censé aller plus vite. On forme tout le monde 1 heure par semaine sur des sujets qui tournent toutes les semaines. Ils savent même des gens qui n'opèrent pas du programmatique, ils savent ce que c'est qu'un DSP. Moi, je te mets au défi de poser des questions un peu précises dans des structures beaucoup plus grosses, où forcément c'est beaucoup plus morcelé, où parfois même le gars du service télé ne sait même pas à quoi ressemble le gars du service prog. Donc c'est des gens qui ne collaborent pas ensemble, qui parfois même sont en concurrence sur les budgets, parfois sur des questions de PNL et compagnie. Je te parle même pas parfois de budgets qui partent à l'international parce que le groupe a décidé que. Donc moi je crois que la réunification un peu des deux tribus, elle est plus facile sur notre île que sur d'autres îles plus grosses. Donc voilà, après c'est à nous d'être malins, de continuer à bien comprendre, et c'est pour ça que nous, je trouve qu'on traite particulièrement bien nos partenaires, parce que je pense que c'est clé pour nous, par rapport à tout ce que je disais sur le sujet d'innovation, de création de valeur. On peut pas, dans cette relation hyper old school qui existe encore dans certaines agences, de confrontation systématique sur la négo. Moi, je pense que cette époque-là, elle est plus que révolue. Donc, je sais que chez certains annonceurs, ça fait encore tilt, cette approche un peu, tu vois, à la testostérone à mort. Moi, je pense que c'est complètement contre-productif. Je pense que c'est à côté de la plaque dans cet univers-là. Donc, tout le truc il est là. Donc, comment nos métiers vont changer avec l'IA là-dedans, etc. Honnêtement, j'ai pas envie de faire projection parce que je pense qu'on a tous besoin d'apprendre. Mais en tout cas, s'il y a vraiment un truc sur l'histoire de la convergence, elle me paraît évidente, parce que là, ça y est, tout le monde s'en rend compte. Il y a 5 ans, je pense que tout le monde c'était un peu loin, c'était encore siloisé. Tu vois, il y a eu l'avant, l'après-Covid. Enfin, pendant le Covid, la France a découvert Internet quand même. Ça paraît fou, mais je te trouve pas loin. Un peu dur, mais pas loin quand même. Tu vois. Ouais, il y avait ces notions d'omnicanalité. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais chez Criteo, on essayait de mettre en place tout ce qui était omnicanalité, c'est-à-dire comment remonter les ventes en magasin pour les attribuer à des clics sur Internet, etc. C'était hyper intéressant, mais c'est vrai que c'était à ses débuts et ça fait presque 10 ans que j'ai quitté Criteo, je pense. Mais ces notions-là, évidemment, il faut y aller parce qu'en fait, on veut connaître la lifetime value du client en permanence, et surtout quel que soit l'endroit où on le croise, finalement, que ce soit sur le net ou en magasin. Très clair, mais le truc, c'est alors je vois le temps défile, mais en gros, si tu as un challenge, en mettant de côté la convergence on et off, si toi, tu vois un challenge ou, je sais pas, par exemple, même un étudiant veut travailler en agence, etc., qu'est-ce qu'il devrait regarder? Quel article il devrait lire ou podcast écouter? Quel sujet il devrait commencer un peu à gratter dans les années à venir? Déjà, il devrait écouter tous les épisodes de Banous. Évidemment. Mais ça, c'est la perche que je tends à chaque fois, évidemment. Ça paraît une évidence. Je sais même pas s'il faut en parler. Moi, je pense qu'effectivement... Comment dire? Nous, tu vois, on forme pas mal d'alternants. Il y en a pas mal qu'on embauche, d'ailleurs. Souvent, ils viennent avec pas beaucoup d'idées... Mais c'est super. Ils viennent pas beaucoup avec d'idées préconçues sur le média. Souvent, c'est les médias qui consomment eux. Donc, je caricature un peu. C'est le social avant tout.
Déjà, les mots-clés, c'est un peu compliqué. Le programmatique, c'est trop éloigné, trop technique. Et les autres médias, je caricature, mais il y a une appétence plus ou moins forte. En général, elle n'est pas très forte. Mais bon, c'est plutôt logique. Si on avait 20 ans de moins, peut-être qu'on se comporterait pareil. Mais en tout cas, voilà. Moi, je pense qu'il y a des vrais sujets sur comprendre. Moi, c'est toujours ce que je leur dis quand ils arrivent, c'est comprends toujours le business model des gens à qui tu parles. Qu'est-ce qu'ils te vendent réellement ? Parce que à l'ère de la plateformisation des achats, en fait, est-ce que le modèle économique du partenaire à qui tu parles, c'est de vendre une technologie, c'est de vendre du média, c'est de vendre de la data, c'est de bundliser les 3 ou 2 sur 3. Ça te permet déjà de comprendre l'intérêt que les uns ou les autres et qu'est-ce qu'ils vont te pousser particulièrement. Premier truc. Deuxième truc, comprends bien les écosystèmes technologiques dans lesquels est diffusé le contenu. Tu vois, pareil, je suis un peu sévère avec l'histoire du Covid, mais la France est en train de... Enfin, notre marché en France est en train de découvrir ce qu'est une télé connectée. Aussi parce que le consommateur est en train de découvrir une télé connectée. Mais en fait, la manière dont va se collecter la data en fonction de comment tu consommes, si tu es directement sur une Smart TV ou via une box, ou dans un éditeur qui est logué, bah, c'est tout bête. Mais déjà, tu as l'impression que tout ça, c'est de la télé et qu'elle est adressable. Et ben, en fait, oui et non. Elle est peut-être adressable, mais avec plus ou moins de précision, parce que en fonction de l'écosystème dans lequel tu es, voilà. Donc ça, c'est un truc qui est important. Alors, c'est une histoire de tuyaux, hein. Et on peut se dire, moi, des fois, il y a des clients qui me disent tu vas encore nous parler des constructeurs de télé connectés ou d'opérateurs de box, mais tout ça, c'est un peu éloigné. Bah non, monsieur le client, si tu comprends pas ça, tu vas pas comprendre ce qui est possible derrière en termes d'opportunités, de ciblage, voire de mesures pour toi. Donc ça, c'est déjà comprends ça. C'est pas si compliqué, ça bouge, hein, mais voilà. Donc ça me paraît important de voir où est-ce que tu mets les pieds en fait. Et après, dernier truc, c'est essayer de comprendre la manière dont, et ça c'est le métier d'agence au quotidien et on forme pour ça, on forme ce fameux étudiant mystère, mais c'est effectivement comment tu fixes les objectifs des campagnes. C'est tout simple, c'est rudimentaire ce que je dis là, mais c'est pas si évident parce que évidemment il faut être capable de faire le tri, challenger le brief du client, et encore une fois ça peut créer des quiproquos, des confusions parce que t'as regardé tel indicateur et pas celui-là, etc. Donc ça range un peu la chambre sur où est-ce que tu mets les pieds, où est-ce que ton consommateur que tu vas adresser a mis les pieds, et puis comment toi tu ranges ta chambre sur les objectifs de campagne. C'est déjà un bon début. Et après, bah, c'est lis, écoute, regarde, et voilà, nous on les oblige à scoltiner un certain nombre de newsletters françaises et américaines et anglaises, et de temps en temps, on les croise, on leur dit alors, t'as vu la dernière annonce sur tel sujet, qu'est-ce que t'en penses ? Ok. Et tu m'as dit hors antenne que tu allais regarder ceux qui allaient mettre un commentaire et 5 étoiles sur le podcast Banous pour les augmenter. Et ce sera minimum dans les 48 heures à faire, parce que sinon, maximum dans les 48 heures. Ok. Et, écoute, Emmanuel, c'est passionnant. Je pense qu'on pourrait faire, je sais pas, tous les ans pour voir l'évolution que ça prend. Et parce que finalement, en fait, ça représente l'industrie au global et je pense que je pense que ça va être challenging parce qu'on voit que les GAFA veulent cloisonner de plus en plus leurs clients dans leur environnement, etc. Donc, il va falloir toujours avoir cette notion, et tu l'as très bien dit, d'agilité et de monter en compétence, en fait. Parce que ce qui vous définit, c'est d'être capable d'indiquer aux clients comment piloter et quoi faire sur Google, Facebook, TikTok, j'en sais rien. Et donc, ça, c'est essentiel. Et ce côté formation en permanence, c'est hyper intéressant. Bref, je m'égare, on pourrait en parler pendant des heures. Mais t'as raison, c'est vrai. Mais tu sais, ce que je dis, c'est peut-être le mot de la conclusion, mais c'est ce qu'on se dit tout le temps en interne, c'est que les clients nous payent pour avoir des convictions. Donc après, ils sont d'accord ou pas avec nous, et c'est pour ça qu'ils veulent travailler avec nous ou pas, pas de problème. Mais ils nous payent pour avoir des convictions. Et des convictions, bah, il faut qu'il y ait de l'expérience, de l'expertise, une analyse objective, et puis à un moment, il faut que tu prennes aussi un peu ton courage, parce que parfois tu dis, bah ça, je sais pas, mais on va tenter, on va y aller ensemble, on va apprendre, etc. C'est la différence entre, encore une fois, une boîte qui apporte uniquement du service et de l'exécution, et une boîte qui t'apporte de la valeur ajoutée. Et voilà. Et normalement, pour moi, une agence doit apporter les deux.
Super. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, vous êtes 65 chez Values? Oui. Donc, c'est-à-dire, vraiment, j'insiste, 65 commentaires. Minimum. Plus la famille. Exactement. Il y en aura 3000. Ok. Merci en tout cas pour ton temps. Et merci. Puis, merci à vous de nous avoir écoutés ou regardés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra et on les transmettra même à Emmanuel. Et puis, si le sujet, je le dis à chaque fois, mais vous intéresse, dites-le nous. Et puis, je réinviterai Emmanuel pour continuer cette belle discussion. Merci. Merci Laurent.